Et si un seul esprit humain pouvait peindre le sourire le plus mystérieux de l'histoire, concevoir des machines volantes, 400 ans avant les avions, ou même disséquer des corps humains en secret et carrément redéfinir le sens du mot curiosité. C'est le portrait d'un esprit qui semble presque surhumain. Aujourd'hui, on se penche sur la vie, le génie et la philosophie de Léonard de Vinci. Exactement. On le connaît comme artiste, scientifique, inventeur, anatomiste, ingénieur. Enfin, la liste est vertigineuse. C'est vraiment l'homme de la Renaissance par excellence. Et c'est là que réside tout le mystère. Au-delà de la légende, on veut savoir ce qui rendait son esprit si différent. Pas seulement ce qu'il a fait, mais comment il pensait. C'est ça un peu la mission de notre exploration aujourd'hui, non? Décortiquer son système d'exploitation mentale. Tout à fait. Et pour ça, il faut commencer par le début. Ce qui est fondamental, c'est que son point de départ n'est pas celui d'un érudit classique. Il est né en 1452, fils illégitime d'un notaire. Ah oui, ce qui veut dire... Ça veut dire qu'il n'a pas eu accès à une éducation universitaire formelle, pas d'études de latin, de grec, qui était la base de tout le savoir à l'époque. C'était, d'une certaine manière, un outsider. Ce qui, paradoxalement, a peut-être été sa plus grande force au final. C'est exactement ça. Ne pas être formaté par les connaissances de l'époque, ça lui a donné une liberté folle de tout remettre en question. Il n'était pas prisonnier des dogmes. Son obsession, sa seule boussole, ce n'était pas la tradition ou ce que disaient les livres anciens. C'était la compréhension de la réalité par l'observation, l'expérimentation. Il voulait voir de ses propres yeux. Et la preuve, ce sont ces fameux carnets. Des milliers de pages de carnets, oui. Remplis de notes, de croquis, souvent en écriture spéculaire, en miroir, pour protéger ses idées, on imagine. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est leur désordre apparent. C'est un désordre magnifique, Sam. Voilà, il ne faut pas les voir comme des manuels organisés. C'est vraiment des explosions de curiosité à l'état pur. Sur une même page, on peut trouver une étude anatomique hyper détaillée du cœur humain, et juste à côté, un croquis pour un système d'écluse. D'accord. Pour lui, c'était la même chose. Un système de valves, une pompe. Le corps humain et le monde, ils fonctionnaient selon les mêmes lois. C'est ça le déclic. Il voyait des connexions absolument partout. C'est le cœur de sa pensée. Cette idée de connexion est la clé, on dirait. Et ça nous amène directement à son art. Quand on pense à lui, on pense d'abord à la Joconde. Alors allons-y. Pourquoi ce sourire est si spécial? Ce n'est quand même pas juste une technique, si? Non, c'est bien plus que ça. Pour comprendre ce sourire, il faut comprendre que Léonard ne peignait pas juste un visage. Il peignait le résultat d'une investigation scientifique. C'est-à-dire? Il a secrètement disséqué des cadavres, ce qui était à la fois dangereux et interdit par l'Église. On imagine. Tout ça pour étudier chaque muscle du visage. Il voulait savoir précisément comment les lèvres se soulèvent, comment les joues bougent, comment une émotion naît et s'évanouit physiquement sur un visage. Donc quand il peignait, il savait exactement quel muscle était en jeu sous la peau? C'est presque de l'ingénierie faciale, en fait. C'est exactement le terme. Et pour traduire ça sur la toile, il a perfectionné une technique révolutionnaire, le sfumato. Le sfumato, oui, le fameux. Le mot veut dire « enfumer » en italien. C'est cet estompage vaporeux, presque brumeux, qui élimine les contours durs. D'accord. Dans la nature, rien n'a de contour vraiment net. Léonard voulait imiter ça, la façon dont notre œil perçoit les choses. Et le résultat? Le résultat, c'est un visage qui semble vivant, qui respire. Le sourire flotte, il n'est jamais vraiment fixé. Il semble apparaître et disparaître selon où on regarde. Mais est-ce qu'on est sûr que cette ambiguïté était intentionnelle de sa part? Ou c'est nous qui projetons une philosophie sur une technique? C'est une excellente question. Mais si on regarde l'ensemble de son œuvre, cette fascination pour l'ambiguïté, le mouvement, elle est partout. Regardez les boucles des cheveux de ces personnages. Dans la Joconde, dans Leda et le Cygne, elles ont la même forme, la même dynamique que les tourbillons d'eau qu'il a dessinés pendant des heures. Ah oui, je vois. Pour lui, la nature était régie par ces motifs fluides. Le sourire de Mona Lisa, c'est un tourbillon d'émotions, impossible à figer. Il ne peint pas une certitude, il peint une possibilité. Cette obsession de peindre les forces invisibles derrière les apparences, on la retrouve de manière encore plus spectaculaire dans la scène, non, Humbert? Ah oui, là, c'est explosif. La scène est une véritable étude de psychologie humaine. À l'époque, la coutume, c'était de peindre une scène religieuse statique, sereine. Lui, il choisit de capturer la déflagration. L'instant précis. La fraction de seconde où Jésus annonce « L'un de vous me trahira ». Il transforme une icône en un drame humain.
Et tout le tableau devient l'onde de choc de cette phrase. Parfaitement. Il a étudié comment 12 personnalités différentes réagiraient à une telle nouvelle. La légende dit qu'il a arpenté les rues de Milan pendant des mois. Pour trouver les visages, Exactement. Il observait les gens dans les tavernes, sur les marchés. Il cherchait des visages qui exprimaient la colère, la peur, le déni, la culpabilité. Chaque apôtre est une étude de cas. On voit Thomas qui pointe le doigt incrédule, Pierre qui serre un couteau, et Judas, bien sûr, qui recule dans l'ombre. il ne peignait pas des visages, il peignait ce qu'il appelait les mouvements de l'âme. C'est ça. Et cette obsession de comprendre l'intérieur, ça ne pouvait pas s'arrêter à la surface de la peau. C'est ce qui l'a poussé vers ses explorations les plus risquées, j'imagine. C'est la transition parfaite. L'art le pousse vers la science. Sa quête pour peindre le corps humain de manière réaliste l'a conduit à l'anatomie. Et là, on entre dans une autre dimension de son génie. Il a mené plus de 30 dissections de cadavres. Il faut imaginer la scène. La nuit, à la bougie, Oui, dans une crypte, en bravant l'interdit religieux, les risques sanitaires, et le résultat est juste stupéfiant. ces dessins anatomiques, ils sont d'une précision qui dépasse l'entendement pour l'époque. Ils sont parfois inégalés jusqu'à l'imagerie médicale moderne. Il a été le premier à dessiner correctement la colonne vertébrale, les organes, les muscles et même un fœtus dans l'utérus. Incroyable. Mais encore une fois, ce n'était pas juste pour la connaissance pure, c'était pour comprendre le fonctionnement. Il voyait le corps comme la plus parfaite des machines. Les os étaient des leviers, les muscles des cordes. Et c'est cette vision mécanique du vivant qui lui a permis d'imaginer ses propres machines. Les fameux hélicoptères, les tanks. C'est le même processus mental. Pour concevoir ces machines volantes, il a passé des centaines d'heures à étudier l'anatomie des oiseaux, des chauves-souris, à analyser le mouvement de leurs ailes. Il n'a pas juste copié la nature. Non, il a essayé d'en extraire les principes mécaniques. Il voyait un lien direct entre le battement d'une aile et la turbulence de l'air. C'est ça qui est révolutionnaire. Il reliait systématiquement des domaines que personne ne reliait. Il avait une citation qui résume toute sa pensée d'ailleurs. Oui, une qui devrait être affichée partout. Étudier la science de l'art, étudier l'art de la science. C'est limpide. Pour lui, c'était les deux faces d'une même pièce. La créativité nourrissait sa logique et sa rigueur scientifique nourrissait son art. Il n'avait aucune séparation. Cette intégration, c'est le fondement de son génie. D'accord, donc si on essaye de mettre le doigt sur sa méthode, son système, quels seraient les grands principes si on voulait créer le mode d'emploi de Léonard? C'est une bonne façon de voir les choses. On peut, disons, le distiller en 5 principes. Le premier, la pierre angulaire, c'est la curiosita. La curiosité. Une curiosité implacable. Insatiable? Il posait constamment des questions d'enfant. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment vole un oiseau? Pour lui, ce n'était pas un passe-temps, c'était un mode de vie. Ce qui nous amène logiquement au deuxième principe. Si on se pose des questions, Il faut trouver des réponses. et c'est la démonstratione, la preuve par l'expérience. Dans un monde dominé par le dogme, Léonard était un empiriste radical. Il ne croyait pas quelque chose juste parce qu'Aristote l'avait dit. Il voulait tester. Il voulait tester, vérifier par lui-même. C'est la naissance de la méthode scientifique, avant même que le mot existe. Le troisième principe nous ramène à la peinture, au sfumato. Exactement, mais appliqué à la vie. C'est la capacité à accepter l'incertitude, à embrasser l'ambiguïté. Tout comme les contours de ses peintures sont flous, il savait que la connaissance n'est pas en noir et blanc. Il était à l'aise avec le fait de ne pas avoir de réponse définitive. Le quatrième, on l'a déjà bien exploré, arte et scienza. L'unité de l'art et de la science. Et le dernier, Le dernier, c'est la corporalita, l'harmonie entre le corps et l'esprit. À travers son étude du mouvement, de l'anatomie, il a compris à quel point notre état physique influence notre esprit. Et inversement. une idée très moderne. Incroyablement moderne, oui. Il savait que son corps était l'instrument de sa pensée. Alors il y a un point qui vient un peu contredire ce portrait du génie parfait, c'est le paradoxe de l'inachèvement. Beaucoup de ses plus grands projets sont restés inachevés. Est-ce que ce n'est pas, au fond, juste une preuve d'un manque de discipline? C'est la critique classique qui lui est faite, et elle n'est pas sans fondement. Il était facilement distrait par une nouvelle idée, un nouveau projet. La liste est longue, mais on peut voir les choses autrement. C'est-à-dire? Et si son but, finalement, ce n'était pas l'achèvement, mais la découverte? Peut-être que le processus d'exploration, d'apprentissage, était plus important pour lui que le produit final. Une fois qu'il avait compris comment faire, ça l'intéressait moins. Voilà, l'intérêt s'estompait et une nouvelle question plus fascinante captait son attention. La perfection n'était pas le but, c'était l'exploration. C'est une vision complètement à contre-courant de notre culture de la productivité, du fini à tout prix. Pour lui, le voyage de la connaissance était la destination. Exactement.
Il nous enseigne que la valeur ne réside pas seulement dans l'objet fini, mais dans la richesse du chemin parcouru. Alors, si on synthétise tout ça, quelle est la leçon ultime qu'on peut tirer de Léonard aujourd'hui dans notre monde d'hyperspécialisation? Je pense que sa vie entière est une métaphore du pont. Il a construit des ponts entre l'art et la science, entre l'intuition et la raison. Il incarne l'essence de l'humanisme, une croyance profonde dans le potentiel quasi infini de l'être humain. C'est aussi un antidote puissant à notre culture du burn-out, non? Absolument. Son approche est à l'opposé. Il ne courait pas après la productivité, il courait après la fascination. Il a cette phrase merveilleuse: « L'apprentissage n'épuise jamais l'esprit ». Pourquoi? Parce que son moteur, ce n'était pas l'obligation ou la performance, c'était une joie profonde, presque enfantine de comprendre. L'idée centrale qu'il nous laisse, c'est de refuser les limites mentales qu'on s'impose. Il ne s'est jamais dit « je ne suis qu'un artiste ». Il demandait « que puis-je comprendre d'autre ?» Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, il nous rappelle la puissance de l'observation lente, de la curiosité large. C'est peut-être ça, le chemin vers une forme de complétude. C'est tout à fait ça. Léonard n'a pas seulement créé des chefs-d'œuvre, il a créé un chef-d'œuvre de pensée, un modèle pour l'esprit humain. Et ça nous amène à une pensée finale, une sorte de défi. Peut-être que le plus grand projet sur lequel on puisse travailler, c'est son propre esprit. Et la question qu'il nous pose, à travers les siècles, est toujours aussi pertinente. Plus que jamais, il nous montre que le génie n'est pas forcément un don inné, une magie. C'est avant tout une manière de voir, une attitude, une méthode. La question qui se pose alors est la suivante. Dans nos vies, est-ce qu'on agit en spécialiste, bien rangé dans notre couloir, ou en explorateur curieux, toujours prêt à franchir la prochaine frontière de notre propre compréhension ?